La mort est à côté. Rêve télépathique. Depuis un certain temps, la maman rêvait de la mort de Samia. Elle, non par méchanceté, mais par compassion pour le jeune Mathias, envoya ses rêves à Samia, qui se réveillait tous les soirs en sursaut à la grande frayeur de Mathias, qui s'écriait « Maman, maman, qu'y a-t-il? Pourquoi tu cries ?» Elle répondait bêtement « J'ai fait un cauchemar, ne t'inquiète pas. » Samia n'arrêtait pas de faire le même cauchemar, dans lequel elle se voyait allongée sur un toit, et au-dessus d'elle se dressait le visage cruel et démoniaque d'un prêtre de l'Apocalypse, qui, après lui avoir craché sur le visage, lui explosa la cervelle. Le rendez-vous hebdomadaire au QG arriva. Après les interminables discussions pour l'élaboration d'un plan pour retrouver Dragocus et lui dérober la pierre, Samia, à l'instar de ses compagnons, était sur le point d'aller se coucher lorsqu'elle fut interpellée par maman. « Ne fais-tu pas des cauchemars ces temps-ci ? Comment le savez-vous ? C'est moi qui t'envoie ces rêves. Pourquoi faites-vous cela ? Parce que vous devez laisser Mathias retourner avec sa vraie mère. Cela fait un moment que je rêve de votre mort et j'ai bien peur que ce rêve se réalise. Souhaitez-vous que Mathias soit de nouveau orphelin ? Que vais-je lui dire ? Il va se sentir abandonné. Parfois mentir peut résoudre des problèmes importants et même sauver quelqu'un. Vous lui direz que vous êtes malade, que vous avez un cancer et que pour lui épargner des souffrances, vous lui ordonnez de retourner chez sa vraie mère. Il n'y croira pas, il n'est pas bête. Oui, mais il l'acceptera. Ça vous arrange, n'est-ce pas ? Il peut être à nouveau un danger pour cette quête. J'ai vu sa mort aussi. Vous avez vu quoi ? Il vous fera du chantage. Qui me fera du chantage ? Kyle Smith. C'est vous qui serez chargé de le défendre. Vous serez libre à ce moment-là et le procureur vous désignera pour être son avocat. Le hasard ne fait pas toujours de bonnes choses. Alors éloignez-le de cela au plus vite. Barack peut faire des faux papiers à la mère et à Mathias et les expatrier dans un pays européen pour leur sécurité. Comment pourrais-je défendre notre ennemi ? Il le faudra. Michel peut nous conduire à Dragocus. Laisseras-tu Mathias partir avec sa vraie mère ? Et je sais que c'est douloureux. Je veux qu'il vive. Mathias était parti avec sa vraie mère, on ne sait où. Samia regardait Kyle Smith dans les yeux avec colère, lui avec jubilation. C'était le jour du procès, et elle devait le gagner afin que ce salaud de Kyle Smith soit libre, de sorte qu'ils aient une chance qu'il les mène à Dragocus. Est à côté, le projet de recherche. Cela faisait maintenant 2 semaines que Kyle Smith avait été disculpé par la justice, à la grande honte de Samia qui ne le supportait pas. À table, elle avait l'impression que tous les regards se posaient sur elle, et on était accablé. L'intervention de la maman, qui pour justifier la prise de décision de Samia, avait été bénéfique pour la cohésion du groupe. Celle-ci avait affirmé que la libération de Kyle Smith était nécessaire afin de retrouver Dragocus. Billy, pour enlever le silence qui s'était installé dans la pièce, prit la parole. Il expliqua qu'il était sur un projet de recherche avec d'autres chercheurs de son université. Il évoqua la fin de ce projet, lequel doit créer une substance énergétique et électrique capable de rentrer dans les circuits informatiques et de prendre forme physique. Il affirma qu'il avait l'intention de créer un androïde. Il pensait que cet androïde, qui devait être contrôlé par un bracelet électronique, pourrait, selon une programmation précise, retrouver Dragocus. De plus, il ajouta que l'androïde en question pouvait toucher quelqu'un si seulement la personne possédait sur elle un objet électrique. Billy s'était proposé pour dérober les travaux dès qu'ils seraient testés et approuvés par le centre de recherche, de sorte qu'ils les reproduisent dans les mêmes conditions et sous la protection et la gérance du président dans un laboratoire caché. Obama trouva cette initiative intéressante et avec le groupe, il fomenta un plan pour voler les travaux. Il pensa qu'un d'eux pouvait mettre le feu au laboratoire pour faire diversion, pendant que Billy déroberait les travaux et détruirait par la propagation d'un virus les dossiers informatiques sur le projet Android. En entendant cela, Samia fut courroucée et protesta. « Alors j'ai défendu un assassin pour rien ? Perdu mon enfant pour rien ? Faites ce que vous voulez, je m'en fous. » Elle partit dans sa chambre et n'en ressortit que le lendemain matin. Elle semblait être calmée. Au petit déjeuner, elle demanda avec contenance quand le projet serait validé ou pas. Billy répondit « D'ici quelques mois ». Cela nous laisse du temps pour trouver un lieu pour reproduire les travaux et élaborer un plan d'action pour incendier le laboratoire sans que nous soyons pris par les agents de sécurité ou la police. Il nous faudra des photos du laboratoire, peut-être même le filmer afin d'avoir tous les renseignements pour réaliser le plan sans encombre, dit-elle. Mitch la regarda stupéfait. Elle rajouta
À force, je connais la procédure. Tout le monde se mit à rire. L'incendie du laboratoire. La célèbre présentatrice du journal télévisé TVN, Liz Lumos, bien que jeune et ravissante, avait le visage sombre. Elle commençait son journal par une mauvaise nouvelle. Elle déclara à intelligible voix que le laboratoire de l'université de New York avait été incendié. Cela avait été orchestré par un groupuscule terroriste qui avait pris la fuite en direction du Michigan. La police suit à l'heure qu'il est les criminels qui, semblerait-il, tels qu'on puisse le voir sur les vidéos de surveillance et par leur accoutrement et par leurs cris de ralliement, seraient sans aucun doute des islamistes radicaux qui non seulement auraient volé le projet Android, lequel projet aura été validé par la recherche scientifique 2 semaines auparavant, mais les auraient qui plus est détruits. Ce sont bien une trentaine d'années de recherche mises à la poubelle. Liz Lumos, en direct du plateau, donne la parole à son homologue sur le lieu de l'acte terroriste. Lorenzo Wick prit la parole et expliqua le déroulé de l'attaque. Selon les scientifiques qui ont survécu et dont un prit la parole, les terroristes avaient l'intention de ne pas les exterminer, mais seulement de dérober le projet et d'en éliminer pour toujours les traces. James Lee dit « Ils sont rentrés armés et entièrement camouflés. On ne distinguait d'eux que leurs yeux et leurs voix. Ils parlaient très bien américain et ils nous ont ordonné, les 2 hommes et la femme, de sortir sous menace de tirer sur nous. C'est l'un des hommes qui nous tenait en joue. Celui-ci nous fit sortir du laboratoire en tirant sur les murs afin d'effrayer les autres chercheurs et les agents de l'administration qui prirent la fuite. L'homme, avec son accent arabe, hurla en américain « Dieu est le plus grand et doit le rester !» C'est alors que ses 2 compagnons arrivèrent à nos chevilles, en même temps que les agents de sécurité qui, dès leur arrivée, reçurent en pleine figure du gaz lacrymogène, lancé par la femme terroriste qui clamait fièrement et avec ferveur et jubilation « Dieu est le plus fort et doit le rester !» Le 3e mot me frappa à l'aide d'une matraque les 2 agents, l'un en pleine face, l'autre en pleine poitrine. La femme cria encore les mêmes mots comme un mantra. Je me retournai vers elle et c'est alors que derrière la femme j'aperçus les flammes. Et je n'étais pas le seul. C'est alors que tout le monde se leva avec la peur au ventre et se rua vers la sortie. Étrangement, les terroristes laissèrent les gens sortir et profitèrent de la ruée pour fuir en hurlant et en tirant à travers les murs et les fenêtres. Une voiture noire les attendait dehors. La plaque d'immatriculation avait été enlevée. Ils montèrent dedans et prirent la fuite. Ils sont en cavale à l'heure qu'il est. Lorenzo Wick questionna un agent de police chargé de l'affaire. Il demanda comment se fait-il que, sans plaque d'immatriculation, vous ayez pu découvrir la destination du terroriste qui semblerait plutôt pacifiste. D'ailleurs, cela ne semblerait-il pas curieux ? L'agent répondit « C'est très curieux en effet et très énigmatique comme comportement. Nous doutons même que ce soit des islamistes qui aient fait le coup. Nous songeons à des Américains qui se seraient fait passer pour des musulmans radicaux, mais ça reste à voir. En ce qui concerne la voiture, elle a été retrouvée sur le péage en direction de Chicago. C'est une personne qui, après avoir écouté les infos, nous a contactés par téléphone et nous a signalé l'abandon d'une voiture noire non immatriculée. Lorenzo Wick reprit la parole pour la dernière fois et rapporta que l'affaire était en cours et qu'on interrogeait toutes les personnes susceptibles d'avoir eu accès au laboratoire. Il rendit l'antenne à Liz Lumos, qui lança un appel à la population à rester vigilant et à l'affût des détails troublants de sorte que la moindre information permette d'aider les autorités à retrouver les soi-disant terroristes. Elle poursuit non sans affectation la programmation du journal et rendit l'antenne. Réincarnation. Des jours passèrent. Les criminels qui causèrent l'incendie du laboratoire n'avaient pas été encore incarcérés à la grande réjouissance de la confrérie du Dragon. La maman, depuis son enfance, parlait une langue inconnue et avait des paroles et des comportements étranges. Jusqu'à l'âge de son adolescence, elle ne savait ce qu'il se passait lorsque chaque nuit elle se réveillait en hurlant de douleur. Alors qu'un jour, qu'elle se promenait dans la grande ville de Birmingham, au détour d'une ruelle, elle percuta un homme d'une 40aine d'années, lequel la regarda fixement et lui déclara sans aucune retenue qu'elle était une femme qui avait déjà vécu une vie antérieure. La maman, qui était jeune et désinvolte, éclata de rire au nez de cet inconnu. Promptement, il en demanda miséricorde. L'homme ne fut pas fâché et la questionna. La maman fut intriguée d'apprendre que ces douleurs et marques au dos étaient peut-être la preuve d'une possible réincarnation.
L'homme en question lui avait certifié que les marques autres que des taches de rousseur et angiome révélaient la façon par laquelle la personne dans son ancienne vie était morte. Pour finir, il l'invita à suivre une séance de réincarnation. Il lui proposa même un prix. À l'âge de 18 ans, elle apprit qu'elle était la réincarnation d'une certaine Amara. À cette époque, elle ne savait rien d'autre sur elle jusqu'au jour où, en touchant une fleur fanée, elle soliloqua quelques mots incompréhensibles, et que la fleur renaquit à nouveau, et de surcroît embellie de plus belle. Jocelyne ne contrôlait pas ses pouvoirs magiques. Au fil des années, elle accepta qu'Amara fît intrusion dans sa vie et endossa sa mission. Jamais Jocelyne ne sut qui elle était vraiment. Elle aura été délivrée, le pensa-t-elle, quand sa mission aura été accomplie. Elle dormait profondément dans son lit quand elle cria « Estophe, je veillerai bien sur ton fils ». Stupéfaite, elle ouvrit les yeux. Des réminiscences de sa vie antérieure avaient refait surface. Elle décida d'assister à une séance avec Joachim, l'homme qui avait succédé au thérapeute qu'elle avait rencontré 30 ans plus tôt. Quant à chaque fois, le praticien la plongeait dans un état profond de relaxation dans lequel elle restait consciente. Elle revivait sa vie antérieure et se souvint de la révélation qu'elle fit à Draco et Griffo. Après la séance, qui dura 4 heures, le thérapeute fit le débriefing avec Jocelyne, qui à chaque fois montait sur sa vie antérieure. Ce jour-là, elle apprit que Draco et Griffo n'étaient que demi-frères et qu'elle leur avait révélé. De plus, poussé par l'envie, Draco lui avait supplié de lui parler de son père qui n'était autre qu'Istophe, le dieu de la magie, le seul qui s'incarne en humain et qui avait le pouvoir de se transformer en dragon. Celui-ci avait créé d'autres hommes dragons qui furent les premiers sorciers. Les hommes apeureux les exterminèrent. Entre-temps, les hommes dragons s'étaient unis à des simples humains. Ainsi, il naquit une progéniture dénaturée, car ces sorciers ne pouvaient plus se transformer en dragons. Le gène humain était plus fort. Draco était le fils du premier sorcier, et il en était fier. Amara, qui était une sorcière, elle aussi, lui dévoila que son père, à la naissance, lui avait ôté certains de ses pouvoirs, lesquels étaient enfermés dans une pierre. Elle fut cachée au fin fond des entrailles de la terre. Elle voulut parler de cela à son fils, qui avait l'intuition que d'autres dieux étaient mêlés à leur mission, mais se résigna. L'apprentissage de l'armure. Un matin, le président Obama eut préparé son petit déjeuner quand sa mère surgit en trombe dans la cuisine. Elle s'adressa à lui. « Il faut que tu t'exerces avec l'armure. »« Pourquoi me parles-tu ainsi ? J'ai fait un horrible cauchemar dans lequel je te voyais mort. Tu vas me promettre que tu vas t'exercer, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, maman. Je ne tiens pas à mourir. » »« L'épée qui constitue ton armure a un code. J'ai réussi à le déchiffrer. »« Comment ? » ?»« Je ne peux te le dire. Il faut que tu me fasses confiance. » »« Et que dit ce code ? » ?»« C'est une formule magique qui sert à faire une attaque. » »« Quelle est-elle ? » ?»« Tiens, je te donne le livre dans lequel j'ai écrit toutes les formules. »« Toutes ? Merci. Je ne crois pas que cette épée puisse me permettre de vaincre Dracorucus. Fais confiance à la magie des premiers temps. » Dans la forêt, très loin de la maison, le président ouvre le livre et prononce tant bien que mal la première formule. L'armure s'empare de son corps. Ensuite, il brandit devant lui son épée et récite une nouvelle formule qui aspire l'énergie de l'environnement, et celle-ci se retrouve enfermée dans la lame. Il feint de sa lame l'air, tout en disant « coupe énergie », et un gros disque lumineux se déploie dans l'espace horizontalement, des arbres sont fondus. Simultanément, dans la grange qui jouste la maison, le policier et le cuisinier discutent. Edora entre dans la grange. Tandis que Sean se retire, elle propose au policier de l'entraîner. Ce dernier accepte. Il lui demande de prendre la même position que lui, les jambes enfantes et les poings serrés. Elle s'exécute. Il lui apprend plusieurs techniques dont la droite, la cravache. Elle lui demande de se battre en duel dans lequel il n'y a aucune règle. Il le lui accorde. Il commence. Rêve fugitif. Obama cessa son entraînement et se réfugia dans sa chambre pour faire une sieste. Draco, qu'est-ce qu'il y a, Griffo ? Il y a une dame. Je crois que c'est une elfe. Descendons de l'arbre, nous allons lui parler. En lui parlant, ils apprirent que le garçon de la dame elfe s'était fait capturer par les soldats du roi. Ils décidèrent de le libérer.
Obama vit une charrette dans laquelle des elfes et des nains étaient prisonniers, et il vit 2 jeunes hommes qui étaient en train d'arrêter la charrette en faisant peur aux chevaux. Les gardes s'interposèrent verbalement et leur est ordonné de partir. Ils refusent malgré la menace. Les gardes les entourent. Un garde s'élance, se lance, brandit sur Griffo, qui l'attrape, qui la brise en son milieu, et avec la pointe, il transperce la gorge de son ennemi. Simultanément, Drago renverse à l'aide d'un croche-pied un autre garde, lui dérobe sa lance, il est à sa merci. L'homme ne croit pas que Drago l'oxyra. La lance entra dans sa bouche et transperça son crâne. La peur envahit les 2 autres gardes qui prirent la fuite. Edora et Mitch continuèrent à se battre. Un coup violent fut porté, Edora fut projetée contre une des poutres de la grange. Fier de lui et content de ne pas avoir perdu contre une fille, il fit cesser le combat. Elle était si belle, les cheveux en bataille et si vulnérable. Elle était à genoux et suffoquée, et le visage rouge. Il s'approcha d'elle et délicatement il lui caressa sa crinière rougeoyante en lui disant « Je suis allé trop loin ». Elle sent le désir monter en elle. Elle se jette sur lui et l'embrasse. Il ne la rejette pas, au contraire, il l'allonge sur la paille en l'embrassant à son tour. Il la déshabille, elle aussi, il lui caresse les seins. Lentement, il la pénètre et au fur et à mesure, il accélère la cadence. Elle prend son pied, elle jouit. Il se retire et se met debout. Elle voit son pénis se prendre et décide par amour pour lui de lui faire une fellation. Elle commence par le mettre dans sa bouche et le lèche jusqu'au bout de la verge. Elle lui lèche également le gland avec délicatesse. Dès qu'elle eut fini, il se rhabilla. Elle fit de même, ils partirent chacun de leur côté. Obama dormait encore et rêvait encore. Dans ce rêve, il vit un jeune chevalier et une jeune fille qui discutaient ensemble. « Je sais que mon père t'a confié une mission juste. J'ai peur pour toi. Ne t'inquiète pas, je suis fort. Je les aurai, ces 2 gredins. Je n'aime pas ce qu'il fait. Les autres créatures divines ne sont pas nos ennemis. Florin, je ne suis pas fier de cela. Si j'étais roi, je n'ordonnerais pas cette tuerie. » De la clairière d'une forêt obscure se tenaient rassemblées plusieurs personnes qui portaient chacun un flambeau. Il y avait un nain, un métamorphe, une elfe, une fée, le petit elfe, lequel a été sauvé par Draco lui-même et son frère. Ils sont debout en arc de cercle et ils attendent Amara, qui surgit de l'intérieur d'une terrible tempête. À ses pieds, l'armure repose. Elle ne dit qu'une phrase. « Vous êtes la confrérie du dragon. » À ces mots, Obama se réveilla. La mort est à côté. La lettre. Samia rentra de son cabinet et récupéra son courrier. Elle l'examina. Elle jeta les publicités. Elle étudia ses factures d'eau et d'électricité. Elle lui accrocha sur le mur de son salon la carte postale d'une de ses amies avocates qui était partie en vacances en Thaïlande. Puis elle ouvrit la dernière lettre qui venait d'une certaine Maria Gomez, un homme qui ne lui disait rien. Elle fut intriguée. Elle lut la lettre qui disait « Madame Polonsky, je suis Maria Gomez, la mère de Mathias. Mathias a été enlevé par un certain Kyle Smith. Celui-ci m'a contacté par courrier et m'a dit que si je voulais revoir mon fils, je devais vous faire savoir que vous deviez échanger la pierre. Je ne sais quelle pierre il parle, contre mon fils qui a disparu depuis 6 jours. Je sais que ce Kyle Smith est recherché par la police. J'ai bien sûr remis cette lettre à la police. Je ne sais si elle vous a interrogé. Dans la lettre, il donne son numéro de téléphone. Il m'a dit de vous le transmettre. Notez-le bien. 06 34 55 75 66. Les policiers m'ont affirmé que le numéro n'était pas attribué, ou alors il a trafiqué sa ligne téléphonique. Les recherches ne donnent rien. Aidez Mathias, je vous en supplie. Cordialement, Maria Gomez. Elle se sent mal, elle a le tournis, et elle pleure. Elle appelle le président lorsqu'on sonne à la porte. Hystérique, elle crie au président « Il l'a enlevé! Il l'a enlevé !» Elle suffoque et sanglote. Son interlocuteur répète « Calme-toi, qui a été enlevé ?» On sonne toujours à la porte, on frappe maintenant. Une voix se fait entendre « Police, ouvrez !» Instinctivement, elle raccroche, essuie ses larmes et se dirige vers la porte. Ils se tiennent devant elle, ils présentent leur badge. Ils parlent. « Connaissez-vous cet enfant ?» Elle hoche la tête en signe d'acquiescement et les fait entrer. La mort est à côté. L'interrogatoire.
Les flics l'examinèrent. Elle paraissait anxieuse. Elle n'arrêtait pas de trembler. Ils crurent qu'elle était sur le point de s'évanouir. L'un des policiers parla. « Je suis le lieutenant Carter, et voici mon coéquipier, le lieutenant Jones. Nous enquêtons sur l'enlèvement du petit Mathias Gomez, qui selon nos renseignements vous aviez adopté récemment et que vous avez rendu à sa vraie mère. Pourquoi ? J'ai un cancer et je n'ai pas voulu lui faire partager mon enfer, alors j'ai accepté à contre-cœur que sa mère le reprenne. Je vous sens en panique bien avant que nous vous révélions l'enlèvement dès que nous sommes entrés. Que vous arrive-t-il ? Mon cancer ? Dit-elle en bafouillant. C'est aggravé. J'ai peur et vous venez m'annoncer l'enlèvement de Mathias, ça fait beaucoup. Le téléphone de sa mère sonne. Elle rejette l'appel et éteint son portable. Nous avons quelques questions à vous poser. D'abord, connaissez-vous un certain Kyle Smith ? J'ai dû le défendre pour une affaire de séquestration. Il a été libéré. La lettre de Kyle Smith parle d'un échange de pierres dont vous auriez en votre possession. De quelle pierre parle-t-il et l'avez-vous entre votre possession ? Je ne sais pas de quelle pierre il parle. Ah si, peut-être. Il fait référence à la pierre volée de Nazca. Nous l'avons retrouvée chez lui et elle a été mise en sécurité. Ou je ne sais pas. Vous avez le rapport ? Cela n'a pas été mis dans le rapport. Pourquoi ? À votre avis ? Et qu'est-ce qu'elle a d'important, cette pierre ? J'en sais rien et je m'en fous. Ce que je veux, c'est que vous retrouvez Mathias. On va faire notre possible, madame. On vous le promet. On va vous laisser. Prenez courage. Merci. Le président Obama, inquiet, laissa un message sur le répondeur de Samia. Elle l'écouta. Il s'étonnait qu'elle ne répondait pas. Il s'interrogeait au sujet de la personne qui avait été enlevée, laquelle cette personne, lui, ayant été si surpris qu'elle provoquait à Samia panique et larmes. Elle le rappela et lui cria « Mathias a été enlevé par Kyle Smith. Tu m'avais dit qu'il serait en sécurité. Il veut la pierre en échange et je veux que tu la lui donnes. Tu m'entends ?»« Oui. » Il resta sans voix. « J'ai sacrifié beaucoup de choses et pour rien, alors dis-moi que tu lui donneras la pierre. » Il raccrocha. Elle s'écria « Quel salopard !» Le départ de Samia. « Donne-moi, Samia, ce putain de numéro. » Je ne te le donnerai pas. Ton dernier plan a été foireux. Je ne veux pas que Mathias soit blessé ou pire tué. Il ne lui arrivera rien, je te le promets. T'es qui ? T'es Dieu ? Le numéro, s'il te plaît. Dis-moi d'abord ce que tu veux faire. Comme d'hab. Je suppose que tu ne me remettras pas la pierre. Aucunement. Va te faire foutre. Je me casse définitivement. La porte du bureau claqua. Samia quitta la Maison Blanche et Dora la rattrapa au niveau de l'entrée. Je sais qu'on a eu des différends, toi et moi. Cependant, je voulais te dire que le vote n'a pas été unanime. J'étais contre cette opération. Reste. Ça me fait une belle jambe. Merci quand même. Je ne peux pas rester et cautionner cette opération. Mais que va penser Mathias en ne te voyant plus parmi nous ? Tu l'abandonnes. S'il meurt, je ne le supporterai pas. Tu ne pourrais pas. Il est inflexible. Au revoir, Edora. Edora, attristée, la regarde s'éloigner.